L'Amérique est confrontée à une crise silencieuse mais mortelle. Elle frappe nos villes, nos banlieues et même nos campagnes. Elle ne fait aucune discrimination. Elle touche tout le monde, jeunes et vieux, riches et pauvres. Il ne s'agit pas d'une guerre à l'étranger ou d'un scandale politique. Il s'agit du fentanyl. Pendant trop longtemps, la crise du fentanyl a été murmurée à voix basse. Elle a été reléguée dans l'ombre, traitée comme un problème qui ne concernait que ces gens-là. Mais la réalité, c'est qu'elle nous concerne tous. Il est temps que nous cessions de détourner le regard et que nous commencions à prêter attention. Nous devons comprendre comment cette crise est née, comment elle est devenue hors de contrôle, et ce que nous pouvons faire pour l'arrêter. Croyez-le ou non, le fentanyl n'était pas à l'origine une drogue de rue. Il a un usage médical légitime. Développé dans les années 1960, le fentanyl a été salué comme une avancée majeure dans le traitement de la douleur. Les médecins l'utilisaient principalement comme anesthésique pendant les opérations chirurgicales. Il était particulièrement efficace pour les patients souffrant de douleurs intenses, comme ceux qui suivaient un traitement contre le cancer ou qui se remettaient d'une opération chirurgicale importante. Le fentanyl agit en se fixant aux récepteurs opioïdes du cerveau. Ces récepteurs contrôlent la douleur et les émotions. Lorsque le fentanyl se fixe à ces récepteurs, il bloque les signaux de douleur et déclenche une libération de dopamine. La dopamine est une hormone du bien-être. Elle crée une sensation d'euphorie et de bien-être. Dans un contexte médical contrôlé, le fentanyl offrait aux patients un soulagement bienvenu. Il était considéré comme un médicament miracle, un moyen de soulager la souffrance et d'améliorer la qualité de vie. Le fentanyl était une arme à double tranchant, efficace pour soulager la douleur, mais avec un risque élevé de dépendance. Même à petite dose, il pouvait engendrer une accoutumance. Les patients ont développé une tolérance, nécessitant des doses plus élevées, classées comme substance contrôlée de l'annexe 2 par la DEA. Fort potentiel d'abus, mais toujours prescriptible. Des réglementations strictes encadrent sa production et sa distribution. Malgré ces réglementations, des problèmes ont commencé à apparaître. Les sociétés pharmaceutiques, voyant un marché lucratif, ont commencé à faire la promotion agressive des analgésiques opioïdes, y compris le fentanyl, auprès des médecins et des patients. Le message était clair. La douleur était l'ennemi et les opioïdes étaient la solution. Les médecins, confrontés à la pression des patients et des représentants pharmaceutiques, ont commencé à prescrire ces analgésiques puissants de manière excessive. Ce qui a commencé comme un traitement pour les douleurs intenses s'est rapidement étendu pour traiter des affections plus courantes comme les maux de dos et l'arthrite. Cette disponibilité généralisée des opioïdes sur ordonnance, alimentée par un marketing agressif et des pratiques de prescription laxistes, a créé une tempête parfaite. Des personnes qui n'auraient peut-être pas été exposées aux opioïdes autrement sont devenues dépendantes. Plus les gens utilisaient ces drogues, plus la demande augmentait. Et à mesure que la demande augmentait, le risque de mésusage et de détournement vers le marché des drogues illicites augmentait également. Voici l'essor des opioïdes synthétiques. Contrairement à l'héroïne, qui nécessite la culture de chambre de pavot, les opioïdes synthétiques, comme le fentanyl, pouvaient être fabriqués à moindre coût et facilement en laboratoire. Cela les a rendus incroyablement rentables pour les trafiquants de drogue. Flairant une nouvelle opportunité de marché, les organisations criminelles ont commencé à mélanger du fentanyl à l'héroïne ou même à le vendre comme de l'héroïne pure. La raison était simple. Le fentanyl était puissant, addictif et moins cher à produire que l'héroïne. C'était une décision commerciale mortelle qui allait avoir des conséquences désastreuses. Ce passage aux opioïdes synthétiques a marqué un tournant dans la crise des opioïdes. La puissance et le faible coût du fentanyl ont inondé le marché des drogues illicites, créant une nouvelle vague de dépendance et de décès par overdose. La crise ne se limitait plus aux analgésiques sur ordonnance. Elle s'était infiltrée dans le trafic de drogue, la rendant encore plus dangereuse et imprévisible.
Le parcours du fentanyl, d'une substance contrôlée à une drogue de rue, est tortueux. Il implique des réseaux de trafic internationaux, des réglementations laxistes et une demande incessante d'opioïdes bon marché et puissants. L'un des acteurs clés de cette histoire est la Chine. Avec son industrie chimique étendue et un manque de supervision, la Chine est devenue une source majeure de fentanyl et de ses précurseurs, les produits chimiques utilisés pour sa fabrication. Des laboratoires chinois, opérant souvent dans l'ombre, ont commencé à produire du fentanyl en masse et à l'expédier directement aux États-Unis et au Mexique. Ces envois étaient souvent déguisés en marchandises légitimes, ce qui rendait difficile leur interception par les forces de l'ordre. Internet a fourni un marché pratique pour ces transactions illicites. Les acheteurs pouvaient commander du fentanyl en ligne et se le faire livrer discrètement, un peu comme commander un livre ou une paire de chaussures. Alors que la Chine jouait un rôle important dans la fourniture de matières premières, les cartels mexicains ont vu une opportunité lucrative dans le commerce du fentanyl. Ils ont mis en place des laboratoires de production et des réseaux de trafic sophistiqués, profitant de leur infrastructure pour acheminer la drogue aux États-Unis. Les cartels mélangeaient du fentanyl à de l'héroïne, de la cocaïne et de la méthamphétamine, créant un cocktail mortel qui amplifiait la puissance. Il ne s'agissait pas seulement d'augmenter les profits, il s'agissait de créer un produit plus addictif pour enfoncer les consommateurs dans la dépendance. Les cartels ont exploité la porosité de la frontière entre les États-Unis et le Mexique, faisant passer du fentanyl en contrebande par voie terrestre, maritime et aérienne. Ils utilisaient des compartiments cachés dans des véhicules, des tunnels souterrains et même des drones pour transporter leurs cargaisons mortelles. La puissance du fentanyl en a facilité la contrebande en petite quantité. Quelques grammes, facilement dissimulables dans un sac à dos ou même une poche, pouvaient valoir des milliers de dollars dans la rue. Cela a rendu incroyablement difficile pour les forces de l'ordre de détecter et d'intercepter les cargaisons. Les cartels avaient toujours une longueur d'avance, changeant constamment de tactique et d'itinéraire pour échapper à la détection. Ils utilisaient des canaux de communication cryptés, recrutaient des fonctionnaires corrompus et employaient la violence et l'intimidation pour protéger leurs opérations. C'était un jeu du chat et de la souris à enjeu élevé, avec des vies en jeu. Le manque de visibilité sur la chaîne d'approvisionnement rendait difficile l'évaluation de l'ampleur réelle du problème. Au moment où les autorités ont réalisé l'étendue de l'infiltration du fentanyl, celui-ci était déjà profondément ancré dans le marché des drogues illicites. La présence du fentanyl ne se limitait pas aux recoins du marché noir. Il s'est également infiltré dans des pilules contrefaites, conçues pour ressembler à des médicaments sur ordonnance légitime. Ces pilules, souvent mélangées à des doses mortelles de fentanyl, étaient vendues en ligne et dans la rue. C'était particulièrement dangereux car cela ciblait une population plus large, y compris les jeunes. De nombreux consommateurs ignoraient qu'ils consommaient du fentanyl, souvent avec des conséquences tragiques. Ce qui ressemblait à un analgésique inoffensif pouvait être une dose mortelle de fentanyl. Cette supercherie a érodé la confiance dans les produits pharmaceutiques légitimes et a alimenté une crise de santé publique. C'est là que l'histoire prend une tournure vraiment révoltante. Pendant que les cartels inondaient les rues de fentanyl, certaines entreprises pharmaceutiques jouaient leur propre rôle dans ce désastre. Voyez-vous, ces entreprises savaient à quel point les opioïdes étaient addictifs. Elles savaient que les gens devenaient dépendants. Pourtant, elles ont fait la promotion agressive de ces médicaments. Pourquoi? Les profits. Elles voyaient des signes de dollars sur chaque ordonnance, dans chaque dos douloureux, chez chaque personne cherchant un soulagement. Elles ont investi des millions dans des campagnes marketing, s'assurant que les médecins considèrent les opioïdes comme la solution à tous les problèmes de douleur. Elles ont embauché des commerciaux charmants pour courtiser les médecins, les inondant d'échantillons gratuits et d'informations biaisées. Elles ont financé des études qui minimisaient les risques de dépendance et exagéraient les avantages des opioïdes pour la douleur chronique. C'était une véritable ruée vers l'or des opioïdes.
Et ces entreprises étaient plus que ravies d'en profiter, peu importe les conséquences. Ils ont créé une culture de surprescription, où les médecins se sentaient obligés de prescrire des opioïdes même lorsqu'il existait des alternatives plus sûres. Ils ont fait pression sur les politiciens pour assouplir les réglementations et rendre plus difficile leur mise en cause pour leurs actes. Et qu'avons-nous obtenu? Une nation accro aux médicaments. Des millions d'Américains sont devenus dépendants aux opioïdes, leur vie sombrant dans la dépendance. Ce n'était pas seulement un échec de la volonté individuelle, c'était un échec systémique alimenté par la cupidité des entreprises. Ces entreprises ont fait passer le profit avant les personnes et les résultats ont été dévastateurs. Mais il n'y avait pas que les sociétés pharmaceutiques. Les agences de réglementation, chargées de protéger la santé publique, n'ont pas non plus agi avec l'urgence que la situation exigeait. La Food and Drug Administration, FDA, responsable de l'approbation des nouveaux médicaments, a été critiquée pour son rôle dans la crise des opioïdes. Certains ont soutenu que la FDA avait été trop rapide à approuver de nouveaux analgésiques à base d'opioïdes, sans en comprendre pleinement les risques à long terme. D'autres ont pointé du doigt les liens étroits entre l'agence et l'industrie pharmaceutique, suggérant un conflit d'intérêts qui aurait pu influencer sa prise de décision. La Drug Enforcement Administration, DEA, chargée de faire respecter les lois sur les drogues et de surveiller la distribution des médicaments sur ordonnance, a également fait l'objet d'un examen minutieux. Les critiques ont soutenu que la DEA avait tardé à sévir contre les pratiques de prescription suspectes et qu'elle n'avait pas réussi à suivre correctement le flux des opioïdes sur ordonnance, ce qui a permis leur détournement vers le marché noir. Ces défaillances réglementaires, combinées à des tactiques de marketing agressives et à des pratiques de prescription laxistes, ont créé une tempête parfaite qui a alimenté l'épidémie d'opioïdes et ouvert la voie à l'essor meurtrier du fentanyl. C'était un système criblé de failles, où le profit était privilégié au détriment de la santé publique, et les conséquences ont été désastreuses. Jusqu'ici, nous avons parlé du fentanyl en termes abstraits, des chiffres, des statistiques et de la cupidité des entreprises. Mais derrière ces faits bruts et froids se cachent de vraies personnes. Des personnes comme Jessica, qui pensait prendre un analgésique inoffensif. Elle ne savait pas qu'il était mélangé à du fentanyl. Une seule pilule, une erreur fatale. Son histoire est tragiquement banale. Et puis il y a Michael, un vétéran aux prises avec des douleurs chroniques. Il est devenu dépendant aux opioïdes sur ordonnance, mais s'est tourné vers la rue lorsque son ordonnance a pris fin. Michael a fait une overdose seul dans son appartement. Il ne s'agit pas de cas isolés, mais d'un phénomène dévastateur. Chaque jour, des familles sont déchirées par des overdoses de fentanyl. Des parents enterrent leurs enfants. Des conjoints perdent leur moitié. Des enfants grandissent sans parents. Derrière chaque statistique se cache une histoire de potentiel perdu, de rêves brisés et d'une douleur inimaginable. Des communautés entières sont ravagées par cette crise. Les services d'urgence sont débordés par les appels pour overdose et sont souvent témoins des mêmes scènes déchirantes jour après jour. Les hôpitaux sont saturés, soignant les patients victimes d'overdose tout en ayant du mal à répondre à la demande de services de traitement de la dépendance. Les répercussions de cette crise sont considérables et touchent tous les aspects de notre société. Prenons par exemple l'histoire de Sarah. Mère célibataire de l'Ohio, la vie de Sarah a basculé lorsque son fils, Ethan, a fait une overdose d'héroïne contaminée au fentanyl. Ethan était un athlète étoile, un bon élève et un fils aimant. Mais, comme tant d'autres, il a succombé à l'attrait des opioïdes, devenant accro aux analgésiques après une blessure sportive. Sa dépendance est devenue incontrôlable, l'entraînant sur une pente dangereuse qui s'est terminée en tragédie. Sarah a trouvé son fils inconscient à leur domicile. Elle a désespérément tenté de le ranimer, mais il était trop tard. Ethan était parti. Il avait 22 ans. Aujourd'hui, Sarah consacre sa vie à sensibiliser les gens aux dangers du fentanyl,
partageant l'histoire d'Ethan dans l'espoir d'éviter à d'autres familles de vivre la même douleur inimaginable. Les statistiques entourant la crise du fentanyl sont stupéfiantes. Selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, plus de 107 000 Américains sont morts de surdose de drogue en 2021, le fentanyl étant la principale cause de ces décès. C'est plus que le nombre de personnes décédées dans des accidents de la route et des homicides par armes à feu réunis. Ces chiffres sont choquants, mais ils ne racontent pas toute l'histoire. Ils ne peuvent pas rendre pleinement compte du bilan humain de cette crise, de la douleur et de la souffrance incommensurables infligées aux individus, aux familles et aux communautés. Pour vraiment comprendre la crise du fentanyl, nous devons regarder au-delà des statistiques et voir les visages des personnes touchées. Nous devons écouter leurs histoires, partager leurs douleurs et honorer leur mémoire en nous battant pour le changement. Face à cette crise croissante, la question se pose. Que faisons-nous pour y remédier? La réponse, malheureusement, est complexe. Il n'y a pas de solution unique, pas de baguette magique pour faire disparaître cette épidémie. Ce que nous avons, c'est un ensemble de réponses fragmentaires, certaines prometteuses, d'autres inadéquates, d'autres carrément nuisibles. Les forces de l'ordre intensifient leurs efforts pour lutter contre le trafic de drogue en ciblant les cartels et en perturbant les chaînes d'approvisionnement. Mais comme nous l'avons vu, la fermeture d'un fournisseur crée souvent un vide, rapidement comblé par un autre. C'est un peu comme jouer à la taupe avec une substance très rentable et très dangereuse. Sur une note plus optimiste, on observe un mouvement croissant en faveur de la réduction des risques. Cette approche reconnaît que la dépendance est un problème de santé et non une faiblesse morale. Elle se concentre sur la réduction des conséquences négatives de la consommation de drogue, plutôt que de punir ceux qui sont en difficulté. Les programmes d'échange de seringues, par exemple, fournissent des seringues propres aux consommateurs de drogues injectables, ce qui permet de réduire la propagation du VIH et de l'hépatite C. Les programmes de distribution de naloxone permettent aux premiers intervenants et même aux citoyens ordinaires de disposer de ce médicament qui peut sauver des vies, car il peut inverser les effets d'une surdose d'opioïdes. Ces programmes sauvent littéralement des vies, en donnant aux gens une seconde chance de s'en sortir. Mais soyons clairs, la réduction des risques ne suffira pas à résoudre cette crise. Nous devons nous attaquer aux causes profondes de la dépendance, aux problèmes systémiques qui rendent les gens vulnérables aux troubles liés à la consommation de substances en premier lieu. Cela signifie demander des comptes aux personnes au pouvoir. Nous devons tenir les entreprises pharmaceutiques responsables de leur rôle dans la création de cette crise pour avoir fait passer le profit avant la vie des gens. Nous devons exiger des réglementations plus strictes, des sanctions plus sévères pour les pratiques commerciales trompeuses et des investissements dans les programmes de traitement de la dépendance. Et surtout, nous devons changer notre façon de parler de la dépendance. Nous devons abandonner les jugements et la stigmatisation et nous tourner vers l'empathie et la compréhension. La dépendance peut toucher n'importe qui. Elle ne fait aucune discrimination fondée sur l'âge, l'origine ethnique ou le statut socio-économique. Il est temps de la traiter comme une crise sanitaire et non comme une faiblesse morale. Nous devons investir dans des programmes de traitement, les rendre plus accessibles et abordables. Nous devons soutenir les personnes en rétablissement, leur fournir les ressources et le soutien dont elles ont besoin pour reconstruire leur vie. Ce n'est pas seulement un problème pour ces personnes, c'est un problème qui nous concerne tous. Nous avons abordé de nombreux sujets. Nous avons parlé des origines du fentanyl, de sa puissance mortelle et de son impact sur nos rues. L'impact dévastateur sur les individus, les familles et les communautés. Le rôle des entreprises pharmaceutiques et les défaillances de notre système de santé. Cette crise dure depuis des années. Nous perdons encore plus de 100 000 vies chaque année. C'est 100 000 de trop. Il est facile de se sentir dépassé. Mais nous ne pouvons pas nous permettre de devenir insensibles. Chaque nombre représente une vie brisée. Ignorer cette crise ne la fera pas disparaître.
Plus nous attendons, plus le prix à payer est élevé. Et ce prix se mesure en vies humaines. Alors, où allons-nous à partir de là? Que pouvons-nous faire en tant qu'individus pour endiguer cette crise? Tout d'abord, nous devons reconnaître le problème. Cela nous concerne tous. Informons-nous sur le fentanyl et les signes de surdose. Exigeons mieux de nos responsables et tenons les entreprises pharmaceutiques responsables. Défions la stigmatisation, offrons du soutien. La situation n'est pas désespérée. Nous pouvons nous attaquer à ce problème ensemble. Choisissons la voie de la compassion et de l'espoir. Il est temps d'agir.